Alors c'est vrai que je travaille sur la question des dépenses depuis assez longtemps maintenant. Et il se trouve que ce mois de septembre et depuis en fait mai dernier, il y a une très forte actualité. Donc j'avais mis quelques éléments d'histoire récente pour saisir l'importance du sujet. Sachant que face à cette chronologie, certains économistes n'ont pas la même lecture, n'ont pas la même interprétation, ne vont pas forcément estimer que la situation est grave. Un livre est sorti d'une chercheure au CNRS chez Garnier qui titre Le déni français. Je pense que c'est un bon titre. Elle fait une histoire longue de la dette, en montrant malgré tout qu'à certaines périodes, la France a pris conscience des risques de la dette et on verra peut-être aussi de son immoralité. Donc cette chronologie, elle est la suivante, et je pense que c'est important de le rappeler. Donc nous avons eu une campagne électorale en 2022 sans quasiment aucune question budgétaire. La question financière était absente, alors que nous avions déjà un niveau d'endettement bien supérieur au niveau attendu par nos partenaires européens. En septembre 2023, donc, vous le savez, ce sont des débats connus, mais j'ai souhaité les rappeler, nous avions un déficit prévu de 4,4 avec un taux de croissance attendu de 1,4. Qui contrastait avec les prévisions très optimistes, enfin très pessimistes de Rexecode, mais je parlais avec un ancien de mes étudiants qui est chez Rexecode maintenant, et il me disait que leur modèle est toujours pessimiste, mais ça peut aussi, ces erreurs de prévision, on le verra à la fin, peuvent aussi justifier non pas un gouvernement par les nombres, qui est vraiment ce qui s'est installé dans le monde, pas qu'en France, dans les années 40, avec l'investissement du gouvernement dans la comptabilité nationale, dans les modèles macroéconomiques, les fameux modèles de prévision. Et la tradition auquel j'appartiens, qui peut être une tradition libérale ou classique, selon ce que vous voulez dire à la personne avec qui vous parlez, a toujours préféré l'exactitude à la précision. Et alors c'est précis, 0,8, 0,4, 1,4, mais ça n'est pas exact, puisque personne n'est d'accord. L'INSEE aujourd'hui, j'étais surpris de voir que ce niveau est à 1,1, ce qui est quand même relativement élevé par rapport à... Donc les économistes, du moins les statisticiens, sont assez peu d'accord finalement sur ce taux de croissance qui, depuis les années 50, doit être intégré dans la loi de finances via un modèle. Donc c'est devenu la loi. Donc cette imprécision, cette précision, mais cette inexactitude est devenue la loi. Donc c'est pas anodin en termes d'histoire de la science économique et de ce qu'elle offre aux décideurs et aux citoyens. C'est pas anodin tous ces débats sur finalement l'incertitude de, je dirais, nos prévisions, parce que je me mets quand même dans la profession des économistes. Ensuite, vous avez cet événement en avril, avec une correction à 5,5. Puis la commission Juvin, qui bizarrement a un peu disparu des débats, alors qu'elle avait déjà alerté sur cette question des dérapages budgétaires, sachant que cette enquête va effectivement avoir lieu désormais, mais dans une autre, je crois, à l'Assemblée. Nous, c'était déjà à l'Assemblée. Ensuite, on a cette question de la dégradation de la dette, la dégradation de la note de la France, et on verra, c'est un élément de débat, mais ce n'est pas l'élément central, même si c'est celui qui permet soit de dire c'est une catastrophe, nous allons tous mourir, soit de dire c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on ne va jamais faire faillite. Enfin, défaut. Il n'y aura pas de crise souveraine de la France. Donc évidemment ça va nous coûter plus cher, mais la France est un pays solide, enfin vous connaissez les arguments. Donc c'est un élément du débat, mais ce n'est pas tout le débat. Ensuite vous avez les élections, une ouverture de sanctions dès juin 2024,
Et puis vous connaissez la suite. Et alors je regardais hier, je ne sais pas si quelqu'un a l'information, mais... Dégradation, pas dégradation, implication négative. Exactement. D'accord. Le Donc prochain voilà. coup, pas. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine cohérence dans les agences et dans cette trajectoire de la France. Bon alors je sais qu'un étudiant ferait ça, je lui dirais ça ne va pas du tout. Il ne faut pas écrire de texte sur la PowerPoint. Mais comme ce sont des citations et qu'elles m'ont paru importantes, parce que ça montre ce que les économistes des sciences économiques observent, c'est qu'il y a une diversité de points de vue, mais dans le pays qui est le nôtre, il y a ce qu'on appelle un régime de connaissance étatique, c'est-à-dire un régime de connaissance qui va toujours être très favorable à la dépense publique, à la dette, voire à l'impôt, même si bizarrement aujourd'hui l'impôt évidemment est accepté, mais d'une manière spécifique, c'est l'impôt sur les hauts revenus, sur les hauts patrimoines, c'est pas l'impôt, c'est pas le livre de mes collègues de l'école d'économie de Paris qui disent peut-on être heureux de payer l'impôt? Ils ont fait un article fameux dans l'American Economic Review là-dessus, ils ont fait une expérience qui montre que si on explique aux gens à quoi sert l'impôt, on va être heureux de payer l'impôt. Vous voyez, à quoi servent vos impôts? Ils servent à faire des études sur comment est-on heureux de payer l'impôt. Alors c'est pas grave, et ça c'est, vous voyez, c'était en 2022 dans la revue française d'économie, la revue française revue d'économie financière. Ah non, revue française d'économie, oui, parce que en 2022, donc dans un numéro spécial, il dit « Sur la base de ce que nous savons, la probabilité que la dette soit soutenable est très élevée, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. » C'est Olivier Blanchard, hein, c'est pas n'importe qui, économiste en chef au FMI et quand même professeur de macro à Harvard. Alors, autre élément de Blanchard, hein, dans cette fois la revue d'économie financière, il dit « Il est certain que des investissements publics sont nécessaires pour mettre en œuvre une politique climatique efficace et effectuer la transition vers la neutralité climatique. » Donc tous ces travaux récents, c'est un peu il faut payer notre dette climatique, donc les deux sont liés. Et il y a des nécessités qui font qu'il n'y a pas d'urgence financière, vous voyez, c'est la première phrase en fait. Mais il y a une urgence climatique. Et donc il y a de bonnes raisons de continuer à s'endetter. Et si vous continuez à lire Blanchard, par exemple, il va dire il y a vraiment des besoins énormes en éducation, en santé, il aurait pu... Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il faut un financement par l'impôt, il faut séparer ce qui est désirable du point de vue de l'économie, du point de vue de financement, et de manière générale, ce sont deux questions séparées. On ne comprend pas trop pourquoi c'est séparé, parce que quand vous avez, et je reviendrai à la fin de cette intervention, quand vous avez des droits, dans la loi de Say, il y a une contrepartie productive. Mais c'est typiquement ce que je vois dans les couloirs de mon université, le droit au logement. C'est-à-dire que nos étudiants ont droit au logement. C'est-à-dire c'est un droit sans contrepartie productive. C'est un peu ce que nous dit Olivier Blanchard. Il y aurait des droits à l'éducation en pointillé, en fait. Il y aurait des droits à la santé, et il n'y aurait pas besoin de s'interroger sur le financement de ces droits. Ce que REF, mais pour des questions différentes, appelait les faux droits du fait de l'inflation. C'est-à-dire que l'État imprime de la monnaie et distribue des droits qui ne sont pas des droits. Enfin, qui ne sont pas assis sur l'effort productif et la propriété de soi. Donc c'est ça l'idée. C'est pour ça que les libéraux, Pierre disait dans sa présentation il y a 3 semaines, que autrefois économiste égale libéral. Pourquoi? Parce que les économistes libéraux ont une conscience que pour avoir des droits, il faut produire. Donc il y a un lien indissociable entre la production et la consommation. C'est la loi de Say. On ne dépense jamais plus que ce qu'on a de revenus. Et c'est ça la grande rupture avec le keynésianisme ou avec d'autres théories, c'est qu'on peut dissocier la production de la consommation. Et c'est ça aussi l'apport de l'école des choix publics, c'est de dire
dans les finances publiques, il y a quelque chose de spécifique par rapport à l'économie de marché. On peut déplacer les coûts sur les autres. Et on peut consommer, on peut dépenser sur le travail des autres. Donc on peut déplacer les coûts sur les autres. Alors après, je vous passe nos amis Sterdignac, alors je me suis trompé là, j'ai fait sa vie, de l'OFCE. Les déficits sont nécessaires cette fois à l'échelle mondiale pour soutenir la demande. C'est une personne qui a été très influente, hein, qui était d'ailleurs à la direction de la prévision avec Aguilletta, avec toute cette tradition des économistes ingénieurs français. C'est eux qui ont fait nos modèles de prévision. Hein, et là encore, mes étudiants qui travaillent à Bercy me disent, quand on est docteur en économie, on a une position très très inférieure aux ingénieurs, donc aux X, qui contrôlent Bercy. C'est eux qui font les modèles. Vous voyez qu'ailleurs, il dit on est très proche du pire moment pour faire des économies, il faut sanctuariser les dépenses sociales et les dépenses d'avenir. Bon. Alors, j'ai quand même trouvé notre collègue Jean-Marc Daniel qui dit assez tôt finalement, en mars 24, il faut supprimer des postes de fonctionnaires, il vaut mieux supprimer le statut de la fonction publique et il préconise davantage de taxer l'essence. On n'en sortira que si tout le monde fait des efforts. Alors ça c'est un autre point, il faudrait faire essayer de travailler sur le bon impôt, mais ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui se cherchera à répondre à cette question. Alors, il y aura deux points dans cette intervention. Le premier, c'est pourquoi réduire les déficits, puisqu'on a vu que les économistes n'étaient pas d'accord. Donc, est-ce que c'est grave, docteur, ou pas? Alors, une des grandes figures des finances publiques, c'est James Buchanan, qui est ici, donc prix Nobel 86, je crois. Vous pouvez vérifier. Il est de l'école de Virginie, parce que l'école des choix publics, donc c'est un courant qui a au moins 3 têtes. Il y a une partie école de Chicago avec Gary Becker, Ronald Coase, surtout George Stigler. Il y a une partie donc, qui est plutôt formelle, c'est plutôt des modèles formels. Il y a une partie école de Virginie donc, qui insiste beaucoup sur la dimension institutionnelle. Il y a aujourd'hui, c'est greffé là-dessus l'école autrichienne, qui ici est très populaire, et c'est vrai que j'ai beaucoup appris à lire les auteurs de ce courant. Et puis il y a la nouvelle économie politique, avec ce livre de 2019 et tous les travaux d'Alberto Alesina, qui malheureusement est parti trop tôt, parce que je pense qu'il aurait pu faire un bon prix Nobel sur les finances publiques à la suite de Buchanan, parce que c'est une des personnalités les plus citées sur ces questions de politique budgétaire. Il a à la fois travaillé sur l'origine politique des déficits, c'est-à-dire les déficits publics, les dépenses publiques, l'impôt, c'est la conséquence d'un calcul politique et non d'un calcul économique, notamment parce qu'on n'a pas de prix, et donc le processus de coordination de l'offre et de la demande n'est pas organisé, ça c'est vraiment ce que disait Buchanan dès les années 50, il n'est pas organisé sur ce système de prix qui révèle une information dont personne ne peut disposer sans l'échange, qui est la disposition à payer, ou la valeur, en fait, la valeur que chacun attribue à un bien. Donc on aura James Buchanan, on aura Wagner, son disciple, qui est à George Mason dans l'État de Washington, je crois. Et puis on utilisera aussi les travaux de Roger Garrison, donc cette fameuse macro de la structure du capital. Alors c'est très important parce que tous ces auteurs finalement, même si ces auteurs ici sont quand même dans la synthèse, c'est-à-dire ils sont dans la synthèse néoclassique keynésienne, ils font de la macroéconomie traditionnelle, c'est-à-dire la macroéconométrie, donc tous leurs travaux sont testés. Alors qu'ici, ou même ici, vous avez des auteurs qui vont avoir une approche plus logico-verbale et illustrée par des cas historiques. Donc ils ne vont pas chercher des corrélations. Donc c'est intéressant parce que ce pôle ici de la néo-political economy va
va avoir quand même un impact, puisqu'ils ont publié au FMI, ils ont publié dans les grandes organisations internationales. Donc ils ont mis sur la table cette question de l'austérité. Et vous voyez, le mot austérité il correspond à cette école de la synthèse, parce qu'il se cale sur la logique keynésienne. Les keynésiens disent, comme Eric Heyer de l'OFCE, il ne faut pas d'austérité. Alors qu'en fait, les autres auteurs ne diraient pas que c'est de l'austérité. C'est rétablir la liberté de choix sur la consommation. C'est-à-dire c'est redonner aux individus le choix de ce qu'ils souhaitent consommer sur la base de la théorie des prix. Donc c'est les prix qui répartissent le capital. Et donc la structure du capital dans un monde où il y a une décision d'affectation des ressources rares par le vote n'est pas la structure du capital où on décide d'affecter les ressources rares par le prix. Et ça, évidemment, il n'y a que ces auteurs-là qui peuvent le dire. Parce que là, on est dans un ajustement par le marché du travail, comme pour ceux qui ont fait des études d'économie, comme dans l'ISLM. C'est le marché du travail. Donc il y a quand même un apport. Donc l'idée de cette présentation, c'est de montrer qu'il y a un apport des auteurs, des autres courants de la théorie des choix publics à cette question de la dépense publique, qui probablement ne devrait pas s'appeler austérité. Même s'ils ajoutent en fait austérité expansive. Donc on verra leurs arguments. Donc c'est quoi donc on verra pourquoi il faut réduire la dette, pourquoi c'est grave, et comment fait-on. Et ça c'est l'apport de Alesina et de son équipe. C'est de dire, si on veut résoudre la question des déficits de manière pérenne et en soutenant la croissance, il faut être anti-keynésien. Donc ils appellent ça des politiques anti-keynésiennes. Alors pour réduire les déficits, la logique va être assez simple dans un modèle standard. Et je vais déjà vous dire que ce modèle standard va être complété par le modèle de Hayek, Lachman, Garrison. Dans le modèle standard, vous voyez, votre principale variable, c'est la quantité de capital. C'est-à-dire combien, c'est le volume d'investissement. Mais ce n'est pas la qualité de l'investissement. C'est-à-dire que vous mettiez un tracteur dans une exploitation qui produit du lait ou dans une exploitation qui produit de la viande, il va avoir la même valeur. On va pas. Et l'idée de l'hétérogénéité du capital, c'est qu'en fait, l'agrégation qu'un tracteur dans une entreprise et dans une autre, ou un employé, un bac plus 5 dans une entreprise qui est en voie de faire faillite et un bac plus 5 dans une entreprise qui marche, ben, ils ne vont pas dégager la même production, la même valeur ajoutée. Leur productivité ne sera pas la même. Donc en fait, de fait, on ne peut pas vraiment agréger le capital. Mais toute la théorie des effets négatifs des déficits sur la croissance économique, c'est une théorie macroéconomique. Donc vous avez la variable investissement. En fait, les déficits et la dette réduisent l'investissement. Et donc, là, vous avez ce fameux débat que Mises conteste, et que les Autrichiens contestent. Et Kirchner aussi, je relisais dans son livre de 1973, il y a un chapitre sur le temps, et il dit la distinction court terme, long terme, elle n'est pas, on verra, elle n'est pas très bonne. Mais là, on est dans ce cadre. Donc il y a les effets de court terme, les effets de long terme. À long terme, vous voyez, les déficits publics vont avoir un effet négatif. Pourquoi ? Parce que dans un modèle de croissance de long terme, le plus de capital, c'est plus de gains de productivité, c'est plus de croissance. Soit dit en passant, c'est l'apport d'Acemoglu, Johnson, c'est de dire plus de capital, c'est plus de gains de productivité, mais en fait, avant ça, il faut un bon système institutionnel. Il faut empêcher les gens d'être expropriés, parce que si vous mettez de l'argent de côté et qu'on vous dit, si vous l'avez mis de côté, donc ça ne vous sert à rien, donc on va vous le prendre. Donc là, évidemment, plus personne ne met de l'argent de côté. Donc ça, il y a une dimension institutionnelle. Donc eux, au départ, Acemoglu disait plutôt les institutions politiques, qui progressivement, ils sont venus à des choses plus culturelles. Et là, ils ont rejoint en partie l'équipe de Böttke ou McCluskey sur l'importance des mentalités. Donc là, il y a tout ce débat. Ici, il y a les institutions. Mais dans ce modèle standard, il n'y a pas d'institution.
Donc le volume, North dira par exemple, c'est des modèles qui sont totalement irréalistes. C'est pas parce que parce qu'un modèle comme ça veut dire que si l'État finalement soutient l'investissement en capital, quelque part, il soutient la croissance. Vous voyez. Alors que quand vous avez un modèle rationnel, vous allez traiter de la qualité de l'investissement. Ce que je vous disais, c'est vous allez mettre un tracteur au bon endroit, qui va être utilisé par la bonne personne. Alors que là, c'est totalement homogène. Il suffit d'acheter un tracteur et c'est bon. Même s'il ne marche pas, même si vous le laissez dans le garage. D'ailleurs, c'est ce que disait Ritz à propos de Keynes. Il suffit de creuser des trous et de les reboucher et ça marche, quoi. Il y a de la production. Bon. Alors que ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir en tête que la structure du capital, donc l'affectation du capital aux bons objets, c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas le volume qui est important, c'est la qualité. Donc ici, mais ça dit quand même des choses, c'est pour ça qu'il faut commencer par là. Ici, le volume est fonction des taux d'intérêt et de la qualité des institutions. Donc là, bon, on a travaillé avec des collègues, et Kevin Pau, d'ailleurs, à la fondation de Panthéon-Sorbonne sur l'épargne. Et on s'est aperçu que l'épargne, plus il y a d'épargne, on le verra, plus il y a de capital, plus l'investissement est puissant, même dans un monde mondialisé. C'est les travaux de Feinstein récemment qui dit quand on exporte sa dette, on retrouvera un résultat par ici, quand on exporte sa dette, effectivement on est moins dépendant de son épargne domestique, mais les gens ont quand même une préférence pour l'investissement national. Donc en fait on reste dépendant de notre épargne nationale. Et ce qu'on trouvait, c'est que même si on a des bonnes institutions, ce qui compte, ce n'est pas la qualité objective des institutions, donc ce n'est pas votre indicateur de droit de propriété, c'est la qualité perçue. C'est-à-dire si vous pensez que les gens ne vont pas vous exproprier. Donc ce n'est pas que le système vous exproprie, c'est est-ce que vous croyez qu'il ne va pas vous exproprier. Et donc là encore, c'est une marque subjectiviste qui trahit l'intérêt que nous avons porté à la théorie autrichienne, qui met au cœur et des libéraux, puisque c'est la subjectivité qui met au cœur de tout son travail, la subjectivité. Donc en gros, l'idée c'est pourquoi plus de déficit c'est moins d'investissement, et là vous avez la liste. Alors tout d'abord, bon ça c'est évident, et c'est barreau, c'est plus de dette. En fait, la dette c'est un impôt différé. Donc plus de dettes, c'est plus d'impôts demain. D'ailleurs, on le voit là, finalement, tout le monde s'est tourné vers l'impôt. Une fois qu'on a dit « Ah, c'est grave », et plus d'impôts, demain, ce que dira la théorie d'Alesina, c'est des anticipations négatives. Plus d'impôts demain, c'est moins de consommation, c'est moins d'optimisme. Donc, hausse d'impôt, coût social de l'impôt. Donc l'impôt, c'est une charge, il faut le collecter, c'est une charge. Il faut le respecter, c'est une charge pour les contribuables. Donc la dette, les déficits entretiennent la dette qui conduisent à anticiper une hausse des impôts. La conséquence, c'est une croissance qui va être freinée en fait par les impôts de demain. Donc on peut dire aussi que la dette, les déficits, ça hypothèque la croissance de demain. Parce que vous avez peut-être un peu plus de croissance aujourd'hui, mais vous en avez moins demain. Donc au final, c'est soit équivalent, alors ça c'est barreau, mais soit c'est négatif. Après vous avez les effets directs, donc il y a plusieurs effets d'éviction. Donc ça c'est important parce qu'il ne faut jamais oublier que l'effet d'éviction c'est un effet direct au sens où si j'ai un système qui incite à aller dans la haute administration, c'est-à-dire tous les talents les plus grands du pays sont incités à aller dans la haute administration, et bien ça évince ces talents des entreprises. Si on construit des palais de justice, des universités sur fonds publics, il faut de l'électricité, donc
ça veut dire que le capital va être affecté à quelque chose, et on y reviendra, à quelque chose qui n'aurait pas été produit si le gouvernement n'était pas intervenu. Donc, c'est toute la théorie de l'affectation des talents, donc c'est aussi lié à la théorie de la recherche de rente de Schleifer. Hein, ils ont un article fameux dans le Quarterly Journal QJE, Quarterly Journal of Economics, sur affectation et recherche de rente, c'est-à-dire quand le système vous incite à aller vers un secteur, sachant que ce secteur a été financé non pas par le prix mais par l'impôt, vous allez vers un secteur qui n'est pas la conséquence d'un calcul économique, c'est-à-dire qui n'est pas la conséquence du fait que vous avez envie de payer pour ça, mais qui est la conséquence d'un calcul politique. Et donc, de fait, vous allez mettre les meilleurs d'entre nous, enfin, vous comprenez on ne sait pas trop ce que c'est les meilleurs d'entre nous, dans des... Enfin si, le marché le sait, parce que sur le marché, on va être hiérarchisé sur notre profit, enfin, notre capacité à générer des profits. Et donc, des gens qui auraient pu avoir des activités à forte valeur ajoutée vont avoir des activités peu profitables. Parce qu'ils sont dans un secteur, en fait, où ils ne peuvent pas épanouir leur qualité d'entrepreneuriat. Et c'est aussi tous les articles de William Baumol sur recherche de rente, recherche de profit. Il y a des institutions qui vont être favorables à l'entrepreneuriat productif et d'autres qui sont défavorables. Et donc, quand on dit qu'il y a une éviction, le déficit public finance des dépenses, qui finance des investissements, qui de fait évincent des ressources qui auraient été engagées dans le secteur productif. Les évictions indirectes, c'est peut-être celle que vous connaissez le mieux, donc ça passe par le taux d'intérêt. Donc quand le gouvernement émet des titres, il entre en concurrence avec les entreprises privées, vis-à-vis des banques, vis-à-vis du marché financier. La demande d'épargne, d'épargne des fonds prêtables augmente, et de fait les taux augmentent. Donc si les taux augmentent, le taux d'intérêt augmente, le taux d'investissement baisse. Et puis il y a un troisième effet lié, qu'on appelle l'effet des banques paresseuses, qui a été documenté dans les années récemment. Donc quand vous augmentez la dette et les déficits, donc vous augmentez les titres disponibles pour les épargnants. Les titres publics sont sûrs, à bateau mais sûrs. Donc les banques sont paresseuses, elles vont ne plus travailler à sélectionner les bons projets entrepreneuriaux, elles vont plus travailler à essayer de trouver les meilleurs, à financer les meilleurs projets, parce qu'en fait elles ont leur petit matelas de rente publique en fait. Donc les institutions financières deviennent des rentières du gouvernement. Donc les vrais rentiers du gouvernement, mais c'était vrai au début du XXe siècle, hein, les vrais rentiers du gouvernement, ce sont les détenteurs de titres. Et la conséquence, c'est que beaucoup d'institutions financières ne font plus leur travail. Après, vous avez le fameux risque de défaut, donc c'est là qu'on trouve nos agences de notation. Donc tout le monde craint, ou pas, que le gouvernement fasse défaut. Mais c'est qu'un élément parmi la liste. Hein. Donc c'est pas parce que le gouvernement ne va pas faire défaut, comme dit c'est pas mon collègue, parce que je pense qu'il ne me connaît pas, c'est quand même un collègue économiste, c'est pas simplement parce que il n'y a pas que la dette est soutenable, c'est pas parce qu'elle est soutenable au sens de la théorie macroéconomique qu'elle n'est pas à risque. C'est-à-dire qu'elle ne freine pas notre croissance. Et comprenez que tous ces arguments vont à l'encontre du fameux cercle vertueux de la dette, c'est-à-dire je m'endette, ça soutient ma demande globale, et la demande globale soutient ma production. Tout ça, ça dit je m'endette, je fais des déficits, je m'endette, ça réduit mon taux de croissance, ça réduit mes recettes, donc j'ai moins d'impôts, mon assiette fiscale est réduite, donc j'ai plus de déficit. Donc c'est le contraire de ce que veut le gouvernement.
Alors sur ce petit calcul, vous voyez, là on devrait avoir, c'est pas, je ne sais plus trop où en est le gouvernement, mais on devrait se rapprocher, sur ce critère qui est quand même très contestable, on devrait se rapprocher de 3,3 à peu près de déficit. Et je crois que notre gouvernement, parce que donc notre dette est insoutenable, même pour les macroéconomistes là, les macroéconomistes genre Olivier Blanchard. Après, vous avez donc Hayek, qui a beaucoup travaillé dans les années 60. J'ai pas mis le chapitre, mais si vous lisez La Constitution de la liberté, vous avez ce qu'aujourd'hui la littérature appelle l'hypothèse de dominance du budgétaire sur le monétaire. Donc, quand vous avez des déficits, ça crée de la dette. Le stock de dette, le gouvernement hésite quand même à augmenter les impôts parce que c'est impopulaire. Il veut quand même éviter les risques de défaut parce que malgré tout, il sait que les investisseurs, quand la dette augmente, vont demander des primes de risque. Donc le taux d'intérêt va quand même augmenter et ça va quand même peser sur son budget. Et donc comme il a quand même l'idée que si ça pèse sur son budget, il va être un peu obligé de monter les impôts, ça va réduire sa probabilité de gagner les élections parce qu'il y a quand même une certaine hostilité à l'impôt. Et donc, le risque, c'est que notre gouvernement utilise la politique monétaire pour ce qu'on appelle engager un mécanisme d'érosion de la dette. Donc, je m'endette avec une monnaie qui a une certaine valeur et je rembourse cette dette avec une monnaie qui a une valeur moindre. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'érosion de la dette. Ça veut dire quand même, et ça c'est des débats contemporains, que s'il y a une hypothèse de domination budgétaire sur le monétaire, ça veut dire que la Banque centrale n'est pas indépendante. Ça veut dire que la Banque centrale est obligée de baisser ses taux pour empêcher le gouvernement de faire faillite. Et donc la politique monétaire ne sert plus à ajuster l'offre à la demande de monnaie. C'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe, et je pense qu'Hayek avait raison. En 1960, et les travaux récents sont assez favorables à cette thèse de la dominance du budgétaire sur le monétaire. Mais, comme vous le savez, c'était le premier slide, les économistes ne sont pas tous d'accord, il y a quand même des économistes qui vont vous dire que mais non, il y a parce que le débat c'est est-ce que le banquier central est indépendant? Alors, il est indépendant des jurés, de droit, mais ce que disait Hayek très tôt, c'est qu'il n'est pas indépendant de fait. C'est que la Constitution dit que la Banque Centrale Européenne est indépendante, mais en fait, vu la politique des nombreux pays de la zone euro, il y a une dominance monétaire. Il y a un souci. Quelqu'un qui frappait à la porte. 15 minutes, je me dépêche. Après, vous avez les déficits jumeaux. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle l'exportation de la dette. C'est-à-dire, une fois que vous êtes keynésien, donc vous savez quand même que vous voulez, la plupart des économistes de la synthèse vont accepter les effets d'éviction, notamment les effets d'éviction indirects. Donc si vous financez votre dette uniquement sur l'épargne nationale, vous avez conscience que vous évincez les investissements privés. Donc vous vous dites quelque chose, c'est qu'il suffit que j'exporte ma dette et que j'utilise l'épargne du monde entier, et de fait, il n'y aura plus d'effet sur les taux d'intérêt, c'est-à-dire l'effet va être complètement dilué. Donc, exporter sa dette devient un moyen de continuer à s'endetter, de financer les dépenses qui sont favorables pour ma réélection, sans augmenter les impôts, sans augmenter l'inflation, sans risquer, de défaut. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi toute cette théorie de ce qu'on appelle la courbe de l'affaire de Krugman de la dette, c'est-à-dire que quand vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, je ne sais pas si vous avez prêté de l'argent, à un moment, s'il ne vous rembourse pas, vous vous demandez mais quand est-ce que j'arrête de lui reprêter? Et donc Krugman dit à un moment il y a c'est non linéaire, quoi. Il y a un moment où là la valeur des titres publics sur le marché s'effondre et c'est là qu'il y a un risque de défaut. Oui, c'est toutes les grandes expériences
Parce que ce que montrent Reinhardt et Rogoff dans leur livre, c'est qu'il y a, contrairement à ce qu'on croit, la probabilité qu'un État fasse défaut est quand même assez grande. Il y a beaucoup d'exemples. Donc c'est vrai que c'est souvent écarté d'un revers de la main, mais ça existe, et l'histoire le montre. Alors je me dépêche. Donc, donc là, il y avait deux petits graphiques. Un, c'est juste une illustration, vous savez, il faut toujours... Donc sur les... Vous voyez, ça c'est l'investissement et le déficit. Donc c'est bien, plus on a de déficit en France, et plus le taux d'investissement est faible. Donc ça correspond bien à ce que la théorie standard. Hein, il y a pas... Et puis ça c'est... Alors bon, je vais passer vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. Ça c'est les déficits jumeaux, c'est-à-dire que vous avez un déficit de la balance extérieure qui est provoqué par les déficits publics. En fait, la France exporte sa dette, elle paie ses transferts sociaux, donc la consommation des ménages, les dépenses, par l'épargne des autres pays. Et je sais que Jean-Marc Daniel, je crois, est assez friand de cette théorie. Donc il y a des pays qui sont détenus et des pays qui sont, je sais plus son expression, détenteurs. Et c'est un peu ça, hein, c'est la théorie des déficits jumeaux. D'ailleurs, Blanchard a contribué dans les années 80 à cette théorie des déficits jumeaux. Notamment parce que c'était un moyen d'attaquer Reagan, ce que j'ai compris en lisant. Dans les années 80, Reagan a fait du déficit et ils ont dit mais c'est pas du tout sa politique d'offre qui a joué, il a porté sa croissance par les déficits et par le commerce extérieur. Donc vous voyez qu'en fait nos ménages utilisent l'argent des épargnants des fonds de pension américains pour payer des biens qui sont produits en Chine. C'est ça le modèle des déficits jumeaux. C'est-à-dire qu'on vit à crédit. Voilà. Donc, c'est vrai que le gouvernement vit à crédit, mais une partie des Français qui sont les bénéficiaires nets du système socio-fiscal, c'est-à-dire ceux qui versent moins en impôts qu'ils ne reçoivent en dépenses, eux vivent en fait de l'épargne mondialisée. C'est un peu ça le paradoxe. Alors, le modèle, donc là on a compris pourquoi c'était grave, enfin grave d'un point de vue économique. Après, si vous lisez la phrase de Blanchard, de toute façon il est couvert. Parce que c'est pas grave, parce qu'il y a des besoins sociaux que moi j'ai définis, moi économiste, il y a des besoins sociaux essentiels, le climat, la santé, l'éducation. Donc, bon, faut financer, quoi. Il commence par dans l'état des connaissances actuelles. Alors, en plus, bon, dans l'état des connaissances actuelles, peut-être qu'il aurait pu, voilà, il aurait pu aussi voir qu'il y avait des collègues qui disaient pas forcément ce qu'il dit. Mais bon, il attend son prix Nobel, semble-t-il, donc de fait, après, c'est ce que dit Hayek, hein, il va avoir une autorité sur la profession et les esprits qui peut-être est disproportionné par rapport à sa réelle connaissance. Vous savez, il faut rester modeste. Donc, l'austérité, c'est la définition du livre. Hein. C'est une politique de réduction des déficits, soit par la baisse des dépenses, soit par l'augmentation des impôts, soit les deux. Et la question du policy mix, vous voyez, c'est vraiment posé en termes macro-standards. C'est quoi la meilleure stratégie? Donc il dit, non, la hausse des impôts, c'est pas bon, pour toutes les raisons traditionnelles. Et il dit, la baisse des dépenses, c'est bon. Et ça a des effets avérés dans de nombreux pays. Et si vous lisez le journal des économistes, j'avais fait un petit graphique en ce sens, que j'ai dû... Voilà. Donc c'est vrai que si vous regardez tous les pays qui ont eu un... Donc là, vous avez le PIB par habitant en 80... et l'écart entre les deux. Donc vous voyez que les pays qui ont eu un écart de dépenses fixes sur PIB, une réduction de ce ratio, sont les pays qui ont vu leur niveau de prospérité augmenter le plus. Et les pays du Sud ont plutôt eu une forte augmentation de leur ratio de dépenses. Et ce sont les pays qui ont vu leur niveau de prospérité augmenter le moins rapidement. Donc je trouvais que c'était
alors vous avez des pays qui ont finalement un niveau stable. La Norvège, bon, c'est un pays spécial parce qu'il y a des ressources. La Suisse, tous les pays sont spéciaux. Donc voilà, donc ça c'est juste pour... et dans leur livre, en fait, ils prennent des pays par pays et ils regardent comment ils ont fait pour réduire leurs dépenses, qu'est-ce que ça a donné sur la croissance, et ils montrent que ça a bien marché. Donc la conclusion, c'est finalement les politiques anti-keynésiennes, c'est-à-dire en période de récession, on booste la croissance en réduisant les déficits. Mais pas en réduisant les déficits par une hausse de l'impôt, mais en réduisant les déficits par une baisse des dépenses. Donc voilà, il dit c'est anti-keynésien, donc les keynésiens ne peuvent pas comprendre pourquoi ça a marché, et donc il propose une théorie. Et alors, la théorie, il faut que je me dépêche, parce qu'après Donc c'est intéressant parce que tout passe par les anticipations. Donc côté demande, c'est bon parce que vous anticipez une baisse d'impôts, vous anticipez une baisse des taux d'intérêt durables, et ça booste l'investissement, ça booste la consommation. Côté offre, vous anticipez une baisse d'impôts. Alors ça c'est plus complexe, il nous faudra un peu plus de temps. La baisse d'impôts, ça conduit à un revenu après impôt supérieur, donc les gens travaillent plus. Donc les gens travaillent plus, ça fait plus de croissance, ça casse la modération salariale du système dans lequel nous vivons, donc du système, et puis ça modifie la concurrence entre le public et le privé. Donc ça rend le système public moins attractif, le système privé plus attractif, et donc ça accroît la compétitivité prix de nos entreprises, et ça résout en quelque sorte le déficit. À la fois le déficit public, évidemment, mais le déficit de la balance commerciale. Alors quel est l'apport des... Il me reste Zéro. Non, mais Alors, donc l'apport, en fait, vous l'avez compris, je vais aller vite. Donc l'apport de la théorie de la structure du capital, c'est de dire la macro, il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, c'est les ajustements par le marché du capital. Et pourquoi elle ne comprend pas? Parce qu'elle ne donne aucune place à la théorie des prix. Donc, dans un système de marché, comme je vous l'ai dit, le capital, le travail, les talents individuels sont affectés par le prix. Et le prix contient une information essentielle qui est la disposition à payer de chacun pour obtenir quelque chose. Comme je dis souvent à mes étudiants, j'aimerais connaître le prix que vous êtes prêt à payer pour m'écouter. Et je ne le connais pas. Et donc, évidemment, ça ne... D'une part, peut-être je serais plus riche, peut-être pas aussi, on ne sait pas. Il y aurait peut-être moins d'économies si on avait un prix, peut-être aussi. Donc peut-être je n'existerais pas, ou je ferais autre chose. Donc, d'une part, et ça c'est essentiel parce que ça va théoriser la notion de mal investissement, c'est-à-dire qu'il y a du capital, il y a du capital humain, du capital physique, du capital financier qui va aller dans des activités qui sont moins profitables. Et c'est ce que dit Mises dans l'action humaine ou Hayek dans Prix et Production. Peut-être ce point, puisque j'ai plus beaucoup de temps, ce qui me semble très important aussi, c'est de dire que la dépense publique, quand elle est réduite, on va rétablir cette loi de cesse. Et on va aller vers et la loi de cesse, en fait, c'est la théorie des prix. C'était moi la manière dont je le comprends. Pourquoi? Parce que la théorie des prix, c'est pour obtenir un bien, il y a une somme à payer d'argent. Donc il y a une contrepartie à chaque acte de consommation. Et on ne consomme pas plus que ce qu'on a de gagné de revenus, on gagne son revenu sur le marché. La dépense publique, en fait, à partir du moment où on a compris que le principe d'équivalence n'est plus respecté, c'est-à-dire je ne paie pas pour un bien, mais je peux obtenir plus. En payant 100, je récupère 500 de dépenses publiques. Ça brise cette loi de cesse. C'est-à-dire vous pouvez donc déplacer vos choix de consommation sur les autres. C'est ce que j'appelle la socialisation de la consommation. On parlait de ça avec Pierre, il trouve que l'expression n'est pas extraordinaire. Mais, bon, ça veut dire quoi? L'idée, c'est que quand on socialise le choix de consommation, on déplace les choix vers un système de vote et on l'écarte du système de prix. Mais si on fait l'inverse, on rétablit les prix.
Donc c'est la fameuse théorie de la vérité des prix de Armand Rueff et de tous les économistes classiques. Indépendamment, si vous êtes libéral ou pas, vous avez une bonne connaissance de la théorie des prix. C'est ça qui... Et donc, l'idée, c'est quand on donne des droits des droits à quelque chose, droit au logement, droit à la santé, droit à l'université, droit à l'éducation, droit à un environnement sain, même droit à l'emploi. C'est à la Constitution de 1946, quand on nous dit c'est au gouvernement de vous assurer un emploi. Donc vous n'êtes pas responsable si vous n'avez pas d'emploi. C'est pas de votre faute, c'est que le gouvernement n'a pas fait la politique keynésienne qu'il faut. Donc c'est constitutionnel. Donc vous voyez, toute la théorie macro-keynésienne, elle est entrée dans notre droit, dans notre constitution. Et ça, c'est mauvais pour la croissance, parce que si vous obtenez quelque chose, en général avec des seuils de revenus, ça fait des trappes à pauvreté et des trappes à chômage. Et donc ça fait que les gens vivent sur la dette, l'impôt, l'inflation, les faux droits de Rueff, mais pas sur leur travail. Donc c'est mortifère d'un point de vue économique. Donc, et je ne veux pas... La conclusion de tout ça, j'espère que je vous ai convaincu, c'est que, bon, bah ça je ne l'ai pas dit, c'était Buchanan qui dit que la dette est immorale, et donc il faut arrêter d'avoir... Il y a une théorie des faux droits de Rueff, de toute cette idée qu'on dissocie travail et consommation. Il y a une efficience de la dette, il y a des limites épistémiques de la macro que je n'ai pas traitées. Et donc, l'idée de beaucoup de gens, c'est qu'il faut rétablir, et c'était pour faire le lien avec la présentation de notre ami suisse, pour rétablir, donc une fois qu'on a réduit les dettes par la dépense, on a fait cette politique vertueuse qui a réussi dans beaucoup de pays, ben, il faut mettre une constitution. Et donc, ils ont dans leur constitution un frein à l'endettement. Donc, bon là, j'ai plus le temps, vous pouvez lire. Hein. Au nom, alors j'étais surpris par cette expression. Au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les cantons suisses arrêtent la constitution que voici. Là, il y a une faute. Ils arrêtent l'article 126. Et l'article 126, en fait, est un moyen de s'assurer que le gouvernement a une politique de déficit uniquement dans les périodes exceptionnelles, genre Covid. Donc on se réunit, c'est quoi une période exceptionnelle? Et on définit. Mais dans les périodes de croissance, on abonde un fonds qui, lui, va servir à payer la dette quand on est en période de difficulté. Et alors regardez quand même la différence entre la France et la Suisse. C'est-à-dire que les Suisses ont paniqué lorsqu'ils avaient un taux de dette, vous voyez, très très élevé. Et donc, et ça c'est le ratio PIB suisse, PIB français, je crois. Donc vous voyez ce déclin, ce décrochage de la France et de la Suisse. PIB français, PIB suisse. PIB français, PIB suisse. Et donc, voilà, je pense que là encore, il suffit de faire un copier-coller quand on aura résolu nos problèmes financiers et on pourra peut-être sortir durablement de cette période de croissance faible, puisque je vous rappelle que notre croissance est à 0,78%, croissance du PIB par habitant depuis 2000. Donc, c'est quand même assez mauvais. Voilà, merci. Merci François, on a un peu de temps pour les questions. Peut-être alors Dieu Tout-Puissant avant, une petite précision. On parle de morale. Les Suisses, ils ont gardé la morale dans leur constitution. Dieu nous surveille. Il n'est pas un État laïque, on n'a jamais dit qu'on était un État laïque. La laïcité à la française, on n'y comprend rien. D'accord. Donc c'est pas juste une expression, c'est vraiment... non, mais ça a toujours été comme ça, et ça se termine même par, en gros, le bonheur du plus petit conditionne le bonheur de tous les autres. C'est très biblique, jusqu'à la fin du préambule. Seul est libre celui qui use de sa liberté. Enfin, c'est très grandiloquent, très biblique, et très... et moi, je trouve que ça va très bien avec son idée que la dette est immorale. Il y a un côté moral dans la constitution suisse, et dans le peuple suisse de toute façon. C'est des gens qui sont un peu... Moi j'ai toujours entendu, depuis toute petite, d'abord travail, après rigole. C'est un truc protestant, et chez les cathos c'est pareil. Enfin, et puis ça rentre dans la sacralité de l'individu, disons. Oui. Parce que sinon, à quoi on préfère pour dire que c'est immoral ou immoral? Non, mais j'ai dit que j'étais surpris. Non, mais j'ai pas dit que je condamnais. Non, je sais bien, je sais bien. Ça surprend beaucoup les Français que Dieu soit encore dans la constitution. Oui, surtout sur une loi sur la dette.
Oui, mais c'est le préambule de la Constitution. Oui, bien sûr. C'est le préambule. Voilà, c'est ça. Puis je préfère le mot rigueur au mot austérité. En fait, avec Kevin, on avait proposé sobriété. Parce que c'était pour les écologistes, vous savez, il faut une sobriété. On s'est dit, c'est plus positif qu'austérité. Mais oui, rigueur, je trouve que c'est pas non plus... C'est un peu péjoratif aussi. Ça fait un peu perdre la rigueur, quoi. Si vous ne faites pas, on va vous sanctionner. Oui, merci beaucoup pour cette brillante présentation. Alors nous sommes dans le milieu des économistes français, sauf exception, baigne dans ce qu'on pourrait appeler un socialisme d'atmosphère. Vous avez cité le camarade Henri Sterdignac, ancien éditorialiste du journal L'Humanité, entre autres, mais que j'ai retrouvé dans une réception à l'ambassade américaine. Oui, c'est possible. Bref, la théorie moderne de la monnaie demande une remise en cause formelle de l'indépendance de la Banque centrale. Elle n'est plus indépendante, c'est vrai, mais il demande d'aller beaucoup plus loin. Et tous ces gens font l'hypothèse d'une élasticité d'offre infinie. Et tant qu'il y a de la demande, ben ça suit. Donc ça, c'est une première chose que je voulais souligner. Et dans cette histoire de socialisme d'atmosphère, je me souviens de Jacques Le Sourd, qui avait écrit un bouquin il y a 20 ou 30 ans sur le modèle français, dont la première phrase était « La France est une URSS qui aurait réussi ». Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais il y avait une vague idée là-dedans. Pour prendre quelqu'un pas forcément d'un autre bord, Charles Gave, qui dit « Les Espagnols aiment le tourisme et les hôtels, les Allemands c'est la voiture, et les Français c'est les fonctionnaires ». Bon. Une spécialisation internationale. Moi, je rajouterais Bruxelles, ce sont les normes. Deuxième et dernière remarque sur l'histoire des doubles déficits. J'ai eu l'impression qu'il n'y a pas d'automatisme dans cette histoire-là, parce que je prends deux exemples. Je prends l'Italie actuelle. L'Italie actuelle n'a pas de déficit de la balance courante, mais elle a un énorme déficit de ses finances publiques. A l'inverse, si vous prenez l'Espagne en 2006, juste avant 2005-2006 par là, avant l'éclatement de la crise des subprimes et ensuite de la crise dite souveraine européenne, vous aviez un déficit courant de l'Espagne de 10 points et un excédent public de 2, parce qu'il y avait un boom immobilier qui gonflait les recettes. Donc il n'y a pas forcément d'automatisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je les ai cherchés, les automatismes, parce que ça ne marchait pas trop bien. Ouais. Mais comme c'est un peu toujours comme ça que je travaille, j'essaie d'être exhaustif. Donc j'ai trouvé cette théorie avec Blanchard. Bon. Et c'est vrai que pour la France, par exemple, il n'y avait pas de déficit jumeau. Alors je regarde mon graphique. Ouais, bon, il est parti. Et que c'était un peu compliqué à expliquer. C'était que... il n'y a pas de déficit. Attendez, dans les années 90 en France. Et au regard des mécanismes présentés, c'était assez incompréhensible. Il y a des trucs qui viennent perturber. Donc, voilà, généralement, les économistes vont essayer de chercher les conditions d'apparition des déficits jumeaux. Donc, ils se retournent vers le taux de change. C'est vrai que la France, là, a une situation différente, c'est ce que dit Huerta de Soto dans un papier du GEH. Il dit la zone euro nous donne un quasi-taux de change fixe. Et donc, les ajustements par le taux de change ne jouent plus. Et ça peut expliquer que parfois, mais le cas de l'Italie que je n'avais pas vu, par exemple, ça ne marchera pas. Oui. Il y a des chocs, il y a des petits événements, pas des petits, je ne sais pas si on peut appeler ça petit. Moi, je me souviens, quand j'étais dans la profession, il y a eu un choc au moment des 35 heures, où la production industrielle française s'est effondrée, les exportations avec. Et donc, on est rentré dans ce... Oui, ce que montre le graphique, c'est que c'est quand même des déficits jumeaux qui existent depuis 2006. Et c'est vrai que longtemps, j'ai cherché à savoir pourquoi il n'y avait pas ces déficits jumeaux entre 2006 et j'ai pas une graphique, et début des années 90, au moment où la France en fait commence à s'engager dans cette politique du franc fort pour
préparer l'entrée dans l'euro. Donc un des moyens de l'expliquer pour les économistes, d'ailleurs de l'OFCE, c'était de dire le franc fort permet de limiter l'inflation. Quand on limite l'inflation, ça a un effet favorable sur nos exportations et ça réduit la facture sur les importations. De mémoire, il y avait ce mécanisme. La même qui est très faible. Les fameux graphiques trichés. Alors c'était peut-être ça. Mais bon, ça c'est vraiment la macro standard. Si je peux rebondir un peu justement sur ce débat, mais on t'a un peu coupé là, puisque tu voulais dans la conclusion parler un peu de l'aspect macroéconomie, épistémologie, etc. Je crois que, en fait, une grosse partie du problème là, moi je trouve que c'est intéressant dans ta présentation, c'est que tu dis, soit tu as cette approche un peu je vais dire presque par le droit, soit tu rentres dans ces modèles de macro, où évidemment c'est toujours des simplifications énormes par rapport à la complexité des choses. Donc de temps en temps on va avoir le déficit jumeau, de temps en temps on ne va pas l'avoir, ça peut dépendre d'autres facteurs, etc. On ne va jamais, et puis on peut aller... Alors je pense que tu as le mérite d'aller voir ces débats et de montrer que justement même dans ces débats, tous les économistes ne sont pas... Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui avait écrit la fin de la macro? C'était ce petit ouvrage-là. Petit ouvrage à l'Institut d'économie à faire. Oui. Lachman a écrit le mythe de la macroéconomie, Mises. Et puis là, tu as des auteurs comme Lars Feld qui a écrit dans le Gigot un article sur Hayek et l'économic policy, où en fait il montre comment Hayek propose c'est cette idée de gouvernement des règles, qui est chez Buchanan. Comme on a des chiffres inexacts, et c'est vraiment le débat actuel, et c'est tous les débats aussi sur l'inexactitude probablement de notre PIB, puisque avec l'économie numérique, il y a énormément de services qui sont gratuits maintenant, mais qui sont quand même porteurs de valeur ajoutée, et ils ne sont plus du tout calculés. Donc il y a aussi ce débat, c'est probablement qu'on croit on est plus pauvre qu'on est. Et Romer, il dit, qui n'est pas non plus il dit, ça peut avoir un effet sur notre perception du capitalisme, notamment aux États-Unis. Ils disent comment on croit qu'on est pauvre, que nos taux de croissance sont catastrophiques, on se dit qu'il faut changer de régime. Donc c'est vrai que le gouvernement par les chiffres, et c'est ce que Karl Friedrich, si vous lisez le Journal des Libertés, a écrit sur l'inflation. C'est-à-dire quand on entre dans la boîte noire, enfin la boîte, pas noire, mais la manière dont on construit nos indicateurs, c'est l'article d'Holcomb dans le Review of Social Economics sur le fait que, ça c'est quelque chose que je voulais, le fait que le PIB en fait calcule le volume, mais calcule pas le progrès économique. Donc le progrès économique, c'est la diversité des biens qui sont produits, ça c'est l'entrepreneuriat. Et c'est ça la structure du capital. Donc en fait, on utilise, et moi le premier, parce que faut bien que je parle avec mes collègues, je ne vais pas vivre dans une galaxie où je dirais le PIB, ça n'a pas de sens, je suis bien obligé d'avoir un socle commun. Donc notre socle commun, de fait, il est très fragile. Parce que si vous avez à l'esprit que le progrès économique, c'est pas augmenter la production, le progrès économique, c'est une idée de Kirchner, c'est répondre à la demande des consommateurs de la manière la plus satisfaisante possible. Ce que Mises dit, les activités profitables, non profitables. Profitable, non profitable, c'est la théorie subjective de la valeur. Le cœur, c'est là. C'est pour ça que nous sommes économistes et libéraux, parce que nous sommes subjectivistes. Voilà, c'est résumé. Donc oui, et de fait, ce gouvernement par les chiffres, mais qui est bizarrement associé dans la littérature française au néolibéralisme. C'est-à-dire, si tu lis, c'est-à-dire que mes collègues, ils disent, oui, l'évaluation des politiques publiques, la LOIF, la loi Strauss-Kahn-Fabius, c'est du néolibéralisme. Là, tu te dis, pourquoi ? D'où ça vient? Parce que tous mes camarades que j'ai néolibéraux, ils sont contre le gouvernement par la macro et les chiffres. Donc là aussi, il y a quelque chose qui parfois...
on n'est pas tellement compréhensible. Si je peux, c'est vrai que c'est toujours un gros dilemme pour l'économiste libéral. Par exemple, tout ce qui tourne autour des analyses coût-bénéfice. Moi, je me souviens déjà dans les années 80-90, il y avait des gens qui disaient on va faire des analyses coût-bénéfice pour montrer que les lois sont pas... Oui, mais tu te mens à toi-même, parce que tu sais très bien que finalement, tu ne peux pas correctement évaluer les coûts, tu ne peux pas correctement évaluer les bénéfices, et du coup, tu vas peut-être justifier d'autres politiques, parce que... Bon. Donc, on a envie de promouvoir ce genre de chiffres, et en même temps, quand on fait ça, quelque part, on se tire peut-être une balle dans le pied, parce que finalement, on vend son âme. On dit oui, il y a quelque part la politique efficace, il suffit de bien mesurer, il suffit de bien calculer. C'est toujours un peu difficile, quoi. On veut utiliser les chiffres et on doit, mais en même temps, voilà. Mais j'aime beaucoup cette distinction que j'ai trouvée dans un article de la revue Official Economics entre précision et exactitude. Ouais. Je pense que quand on garde ça à l'esprit, eh bien ça crée une certaine modestie pour tous nos collègues qui font des statistiques. Après, quand on est professeur d'économie, on veut que nos étudiants aient un métier, et une partie du métier d'économiste, c'est faire du coût-bénéfice. Donc leur enseigner que coût-bénéfice, en fait, c'est juste un travail, mais que ça n'est pas vrai, c'est compliqué. Ah non, mais Hayek avait développé le concept de pattern prediction. Oui, hein. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prévoir des modes de réaction, des pattern prediction, mais on ne peut pas... Voilà. C'est ça l'exactitude. L'exactitude, c'est que globalement, il y a une tendance, quand les prix augmentent, à une baisse de la demande. Mais ce n'est pas systématique. Et calculer l'élasticité prix, par exemple, quand on fait un cours sur l'économie des écotaxes, on constate que nos collègues de l'INRA, si on veut une taxe efficace sur les pesticides, c'est 200% pour augmenter. Donc autant l'interdire. Et en plus, ce chiffre varie d'une période à l'autre parce que le produit, les pesticides, ce n'est pas tous les mêmes quand ils arrivent sur le marché. C'est-à-dire qu'il faudrait corriger les écotaxes quasiment tous les 12 mois ou les 14 mois en fonction de l'évolution du coefficient d'élasticité. Et donc ça ne marche pas comme ça. Donc en fait, les écotaxes, c'est un beau projet sur le papier. Mais quand c'est mis en œuvre, ça n'atteint jamais la fameuse efficience des modèles formels que nous enseignons ou pas dans nos cours. Une petite question. En fait, est-ce qu'on peut peut-être recapituler l'impact que peut avoir l'appel d'un État? De quelle façon, par quel mécanisme l'impact négatif se propage dans l'économie réelle? Parce que finalement, c'est comme si, est-ce qu'on peut prétendre que c'est comme si une grosse entreprise fait faillite finalement? Bon, les gens, ils orienteront leur choix vers d'autres acteurs économiques. Tous les canaux de l'économie standard nous permettent de décrire ce que vous appelez ces mécanismes. Donc c'est ce qu'on appelle les canaux de transmission des déficits sur l'investissement, la productivité et la croissance. Ce qu'on voit quand on regarde, parce que là j'ai fait quelque chose de très... pour avoir des arguments clairs en tête, mais si on veut rentrer dans la conjoncture, c'est vrai que la France, par l'euro, s'est donné les moyens de s'endetter. Et beaucoup de commentateurs aujourd'hui le disent. C'est-à-dire que ça a encore relâché notre contrainte budgétaire. Alors, pourquoi je dis ça pour répondre à la question? Ça relâche votre contrainte budgétaire, ça permet d'exporter sa dette et de justifier le fait que même des collègues m'ont dit mais François, la France a fait le quoi qu'il en coûte, la France a fait le Covid, tu nous annonçais des faillites globales, bon maintenant ils commencent à se dire c'est vrai qu'il y a beaucoup de faillites. Et rien n'est venu, donc tu as crié au loup. Et donc l'érosion, le mot érosion c'est bien ça, c'est de l'érosion, c'est pas une chute brutale.
on pourrait dire, c'est pas très scientifique, c'est une mort à petit feu. Donc ces mécanismes, voilà, c'est des effets qui sont de petite ampleur, mais qui cumulés expliquent ce décrochage français. En fait, est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre le fait que, comme l'État pèse beaucoup dans l'économie, il y a plein d'acteurs privés qui sont greffés sur l'État. Le jour où on ferme le robinet, comme ça s'est passé en Grèce, moi j'ai grandi en Grèce, donc j'ai vu l'édifice s'effondrer. Il y avait un État clientéliste où finalement les grandes entreprises c'était que des satellites familiaux dans des pays du Proche-Orient qui employaient du monde. Et puis le jour où il n'y avait plus de budget, il n'y avait plus de business, donc tout le monde s'est retrouvé un peu au chômage, qu'il soit fonctionnaire ou dans le secteur privé. Mais est-ce qu'en France, il y a autant d'interdépendance entre le privé et le public, même si l'État pèse à 50% du PIB Alors, je connais pas le cas grec, enfin je connais, mais j'ai pas d'expertise. Donc je pourrais pas comparer les deux pays. Ce qui est sûr, c'est que notre capitalisme, il y a une grande une confusion entre les élites économiques de notre pays et les élites administratives, rien que par la formation. Donc j'avais fait d'ailleurs une petite liste dans un papier sur la dette, je constatais ça. Donc pour la France, vous avez totalement raison. Il y a c'est ce qu'on appelle la connivence. Pensez à la mairie de Paris et aux entreprises de travaux publics. Il y avait quelque chose que je trouve aussi important, et on en revient un peu à la macro. Souvent, tu as parlé du rôle des anticipations finalement, et qui est très difficile à voir dans ces modèles. Enfin, je ne sais pas où on en est, ça fait longtemps que je ne fais plus de macro. Enfin, le mieux qu'on ait eu, c'était des modèles d'anticipation rationnelle, ce qui était... c'est assez intéressant que finalement ces anticipations portent beaucoup à la fois dans les choix politiques et dans les choix économiques. Et peut-être lié à ça, on sait que le prix, comme tu dis, entre autres le prix de ta dette et donc les taux auxquels tu peux emprunter, reflète les anticipations, au moins des financiers, à défaut des... Et alors comment interpréter le fait? Il me semble avoir lu récemment que les taux auxquels empruntaient les Italiens étaient inférieurs aux taux auxquels empruntent les Français aujourd'hui. Non, j'ai pas vu passer ça. Espagne et Portugal. Ou le Portugal. Espagne et Portugal. Espagne et Portugal, voilà. Donc comment... Dans 5 ans, Là, je dirais que c'est un peu un calcul, j'imagine, il faudrait vérifier, de soutenabilité de la dette. Ouais. Donc tu as le taux d'inflation, le taux de croissance en volume et le niveau de la dette, ça te donne ton niveau de soutenabilité. La croissance espagnole, je crois, est assez forte. Oui, portugaise aussi. La croissance italienne, vous parliez d'Italie. Ouais. Et donc, nous, on a une croissance de 1, de croissance du PIB par habitant. Donc, donc probablement que nos financiers s'ajustent. Mais de fait, c'est ce que j'avais appris aussi en lisant l'article sur la première ministre anglaise qui a fait un bref passage. Comme elle était sous le contrôle des marchés, sa politique de baisse d'impôts et d'augmentation de baisse d'impôts et d'augmentation des dépenses quasiment a été immédiatement sanctionnée par le taux de change. Et la France, en fait, elle est protégée plus ou moins de ça parce qu'elle est dans l'euro et qu'elle a des pays vertueux, donc des pays qui couvrent une partie de ses risques. Donc j'imagine que mais je suis pas financier, j'imagine que nos financiers intègrent ce fait que la France est protégée par ce bouclier qu'est l'euro. Et sur les anticipations, moi je crois que la direction que prend le Public Choice, c'est de dire les anticipations, c'est l'idéologie
Parce que l'idéologie chez Bryan Caplan, tu me citais parce qu'il est à la Montpellerin, ça, tu l'as rencontré. L'idéologie, c'est l'ensemble des valeurs et des croyances causales et non causales dont dispose un individu. Donc c'est exactement ça, les anticipations, les croyances causales. Qu'est-ce que tu as en tête quand tu vois apparaître une augmentation de la dépense? Si tu es keynésien, tu dis bravo, croissance, j'investis. Et si tu es classique, non, tu dis oh là, qu'est-ce qui va se passer? Donc l'idéologie va être liée au régime de connaissance de ton pays, qu'est-ce que les gens ont appris dans leurs cours de sciences économiques, à l'ENA, à l'école polytechnique et dans une université. Et donc, c'est autoréalisateur. C'est pour ça que c'est très subjectif. C'est pour ça que j'aime bien cette idée institution objective, institution perçue. C'est-à-dire que les anticipations, elles dépendent de ton idéologie. Ton idéologie, elle va justifier tes anticipations. Et donc nous, en France, vous parliez de socialisme d'atmosphère, il est probable quand même que, et c'était ce qui m'avait frappé au discours de politique générale du Premier ministre, c'était socialiste d'atmosphère. C'était un homme venant d'une famille gaulliste. Alors, en économie, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais et qui avait un discours de, finalement, il commençait par dénoncer la gratuité des services publics, et ensuite pour justifier ces fameux droits sans contrepartie. Et c'est ça, ça correspond à cette importance de l'idéologie dans la trajectoire des pays. Et Christian Björnkopf, qui est aujourd'hui le président de la Public Choice Society aux États-Unis, c'est un des premiers à avoir, économétriquement alors, à avoir montré que les pays qui étaient plutôt gouvernés à droite avaient des taux de croissance plus forts que les pays gouvernés à gauche. Bon, après, c'est que de l'économétrie, donc il faut être prudent pour toutes les raisons que nous avons. Mais l'histoire, et c'est ça l'intérêt pour défendre quand même les statistiques de l'économétrie, ça permet d'opérationnaliser les concepts. Donc je pense que si on a... D'ailleurs, c'est ce que dit Karl Friedrich dans un de ses papiers, tu sais, dans son HDR, il disait il y a une place pour l'économétrie si elle est une illustration historique et non la découverte d'une loi du type si P, alors il est probable que Q arrive. Et parce que les anticipations rationnelles, c'était ça, c'était de dire les économistes sont des lois, tout le monde a en tête ces lois, et donc tout le monde agit sur la base de ces lois. Mais en fait, si ces lois sont inexactes, là c'est mauvais, parce que ça veut dire qu'on fait tous de mauvaises anticipations à cause des économistes. Ouais, les anticipations rationnelles, c'était aussi l'idée que finalement les gens finissaient par apprendre. Ils vont faire une erreur, mais tôt ou tard ils vont comprendre que le déficit c'est pas bon. Alors qu'en fait, bon, tôt ou tard ça peut prendre un demi-siècle des fois, quoi. Donc c'est une... Alors je pense que c'est l'heure de la pause, mais tu as un auteur, Peter Bernholz, que ton père connaît, et qui d'ailleurs qui nous a quittés, qui était suisse, de Bâle, l'université de Bâle. Et il avait proposé une théorie des cycles de dépenses. C'est-à-dire que les déficits augmentent, et quand tout va mal, comme la France, mais normalement, ça baisse. Et il avait observé ça pour beaucoup de pays, mais quand j'ai voulu regarder pour la France, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ce fameux... Parce que c'est un modèle d'apprentissage bayésien. Donc tu vois, tu fais tes arbres, et à chaque fois que ça ne marche pas, tout le monde rationnellement décide... Intègre. Ah mais évidemment, mais en fait, il faut intégrer le fait qu'il y a le mécanisme, ce que les théories d'apprentissage appellent, il y a apprendre et il y a apprendre à apprendre. Et nous, on apprend à apprendre dans un modèle keynésien. Donc en fait, on apprend mal. Donc ça, c'est ce que la théorie évolutionniste appelle les défaillances d'apprentissage politique. C'est-à-dire qu'en politique, c'est un des apports du public choice, on apprend mal, et notamment parce que Bernard Kaplan a bien montré, Buchanan, que nous sommes en situation de monde à bas coût, et que contrairement au marché, quand on fait un mauvais vote, on n'est pas sanctionné. Parce que c'est socialisé, les coûts sont socialisés. Si on achète une voiture sans moteur, elle ne sert à rien. Donc là, on est directement sanctionné, donc on apprend. Et ça, c'est... Bon, là, je n'ai pas eu le temps, mais c'est toute la différence entre l'apprentissage. En période de récession, les Autrichiens disent qu'il ne faut surtout pas
empêcher les faillites, parce que c'est le moment où on réaffecte le capital. Mais l'État ne réaffecte jamais son capital. Une fois qu'il l'a mis dans l'éducation nationale, ça reste vitam aeternam dans l'éducation nationale. Et encore, ce n'est pas le plus mauvais investissement. Il y a beaucoup de choses. Et donc, le mal investissement est bloqué. Sur le marché, il va être réaffecté parce que les entreprises qui ont fait de mauvais choix, ils sont sanctionnés. Les consommateurs leur disent non, c'est pas bon. Mais dans le budget, il y a des tas de dépenses qui ne sont pas productives, mais elles restent là, elles sont enquistées. Voilà. Et bon, on pourrait parler longtemps sur ces questions. Bon, ben merci François.